Désolé, mais si tu comptes trouver ici des bébés pandas et des petits chats trop mignons, tu peux passer ton chemin. Aujourd'hui, je vais te parler d'une créature tout droit sortie d'un film de science-fiction qui vit potentiellement dans tes entrailles sans même que tu le saches. Laisse-moi te présenter le ver solitaire. Tout d'abord, son petit nom scientifique, c'est Taenia saginata. Taenia, ça vient du latin et ça signifie bandelette, et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Attention âme sensible, image gore du ver. Donc voici un spécimen que j'ai filmé en laboratoire, conservé dans du formol. Ah, mais en fait c'est tout plat. Eh ouais, rien à voir avec les vers de terre de ton jardin. Ici, on est chez les vers plats, ou platelmint. Et oui, je sais que ça y ressemble, mais non, je t'assure que c'est pas des nouilles. Bah quoi? D'un point de vue anatomique, le ver est divisé en plusieurs segments. Ce sont les anneaux ou proglottis, qui composent son corps qu'on appelle le strobile. Bon ok, ça fait beaucoup de noms latins. À l'état adulte, il peut être composé de plus de 2000 anneaux. Le Taenia possède aussi une minuscule tête de 2 mm de diamètre, le scolex. Il a 4 ventouses bien dégueux qui permettent de se coller à notre intestin. Parce que oui, et je pense que je t'apprends rien ici, le ver adulte vit dans notre tube digestif. Il peut atteindre 5 à 10 mètres de long et peut cohabiter avec nous au calme sans qu'on puisse s'en rendre compte pendant plus de 20 ans. Mais du coup il doit forcément vivre parmi nous? Absolument. Sans nous, il ne pourrait pas exister. C'est dû à son mode de vie particulier qui est le parasitisme. C'est une association de deux êtres vivants, le parasite et son hôte. Le truc, c'est que le parasite est le seul à tirer des bénéfices dans cette relation. L'hôte lui fournit tout ce dont il a besoin. L'énergie, la nourriture, l'habitat, il lui assure le gîte et le couvert, un peu comme à l'hôtel en gros. Waouh, il se met bien. Il passe son temps à bouffer à glander quoi. Le cycle évolutif, c'est toutes les étapes de transformation du parasite, de sa forme initiale à sa forme adulte, qui est le stade reproducteur. Ici, on va justement commencer avec le ver adulte, qui, je te le rappelle, vit dans nos intestins. Quand le Taenia se sent bien au chaud dans nos entrailles et qu'il arrive à maturité, il se met à expulser quelques anneaux de son corps. Ainsi, chaque jour, 5 à 10 anneaux peuvent être envoyés à l'extérieur, en sortant tranquillement de notre anus. Appétissant. Voici 2 proglottis que j'ai recueillis. Ils sont aplatis, rectangulaires et de couleur un peu blanchâtre. Bon par contre en temps normal ils sont pas autant recourbés. Là c'est parce qu'ils sont déshydratés. Le ver solitaire est dit hermaphrodite. Il possède à la fois le sexe mâle et femelle. Chaque anneau contient des ramifications utérines et un pore génital. Tout ça lui permet de pondre des œufs. Ouais donc si je comprends bien, il a pas besoin d'une copine Taenia quoi. Et non, il a déjà tout ce qu'il faut pour assurer sa descendance. Dans le milieu extérieur, les anneaux sont détruits et libèrent les œufs. Environ 80 000 par anneau, soit plus de 150 millions par an. En plus d'être super nombreux, ils sont ultra résistants aux agents physiques et chimiques. On va maintenant observer de plus près les œufs au microscope. On se place pour cela grossissement 40. Bon, là je te préviens, c'est le passage un peu technique avec plein de mots compliqués. En temps normal, l'œuf est muni d'une double coque, dont la plus externe est représentée ici en gris. Mais dans le milieu extérieur, il la perd pour libérer ce truc, qu'on appelle un embryophore. Il fait 40 micromètres de diamètre, donc complètement invisible à l'œil nu. On peut voir qu'il est arrondi et qu'il a une paroi épaisse et striée. Comme son nom l'indique, il contient un embryon hexacanthe. Ça signifie qu'il a 6 crochets. Bon, fini le microscope, si tu le veux bien, on va reprendre tranquillement le cycle. Les embryophores sont répandus sur le sol et retrouvés dans les pâturages. Après ingestion par un bœuf, les embryons se développent dans le tissu musculaire pour former en 3 à 4 mois des larves cysticerques. Les bœufs sont donc un hôte intermédiaire. Ils accueillent la forme immature du parasite. Enfin, l'homme se contamine en ingérant de la viande de bœuf mal cuite, contenant la larve cysticerque. Puis le ver se développe et devient adulte en moins de 3 mois seulement. Donc si on veut récapituler le cycle, premièrement le Taenia libère les anneaux libèrent des œufs, les œufs sont ingérés par un bœuf, puis l'homme se contamine en ingérant la larve enquistée. Et là, notre cycle est bouclé. Et comme il fait intervenir plusieurs hôtes, on dit qu'il est hétéroxène. Nous autres, êtres humains, constituons l'hôte définitif. Donc je pense que tu l'as compris, pour éviter de se contaminer, il faut tout simplement bien cuire sa viande. À partir de 45 degrés, les larves ne résistent plus. Cependant, et si je peux te rassurer un peu, en France, des contrôles vétérinaires sont réalisés sur les carcasses en abattoir. Quand on héberge en soi le ver solitaire, on peut avoir quelques symptômes. Ça s'appelle le téniasis. C'est le nom de la maladie en fait. Moi j'ai entendu dire qu'on grossit pas, et que le ver graille tôt notre place. Je crois même qu'il existe des régimes alimentaires où on ingère volontairement un petit Taenia pour maigrir. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. La symptomatique est très variable d'un individu à l'autre. On peut être atteint de différents troubles digestifs, boulimie, anorexie, nausées, mais aussi de troubles du transit, avec alternance de diarrhée et de constipation.
Le téniasis peut effectivement provoquer un amaigrissement, mais ce n'est jamais bon. Il est souvent associé à de la fatigue et des carences. Cependant, chez certains patients, la maladie peut passer totalement inaperçue. On dit qu'elle est asymptomatique, ça signifie une absence de symptômes. Donc attention à ce que tu peux entendre. Et non, avoir comme coloc un ver solitaire, ce n'est pas une bonne chose. Et si tu as encore des doutes quant à sa présence dans tes intestins, je te conseille de foncer chez ton médecin. Mais du coup, comment fait-on le diagnostic ? Comment peut-on savoir si un alien de 10 mètres de long vit en nous ? Il y a deux façons de confirmer l'infestation. La première, et ça se passe souvent comme ça, c'est en faisant la découverte d'anneaux du verre dans les sous-vêtements. Donc si tes slips sont remplis de morceaux de tagliatelle le matin, un conseil, va consulter. La deuxième, c'est de mettre en évidence les œufs du ténia, que le biologiste observera au microscope. Soit en prenant directement ton caca, ça s'appelle un examen parasitologique des selles, soit en faisant un scotch test de Graham. En gros, on prend un bout de ruban adhésif, on le colle sur la marge anale du patient, on arrache d'un coup sec, et on observe le tout sur une lame de microscope. Si avec tout ce que je te dis, tu commences à avoir les boules, c'est normal. Mais rassure-toi, il existe un traitement, et il est heureusement très simple et très efficace. Il repose sur l'administration d'un antiparasitaire, le niclosamide. En France, on en trouve dans la spécialité trait des mines. Mais il existe tout plein de médicaments dans le monde contenant ce principe actif. Il faut mâcher le matin à jeun 2 comprimés, puis 1 heure après, les 2 autres. Et normalement, tu peux dire au revoir à ton ténia. Le niclosamide s'oppose au métabolisme énergétique du ver. Il va y avoir accumulation d'acide lactique. Tu sais, c'est ce composé qui provoque les crampes. Et ben là, ce sera pareil pour notre ténia. Il produit tellement d'acide lactique dans son corps qu'il se fige et meurt de paralysie musculaire. Ouais, bon, si je comprends bien. Avoir un ténia, c'est pas si méchant que ça. Et puis, tu peux le traiter en 2-3 comprimés. Moi, je m'attendais à un truc plus gore, genre alien, quoi. Rassure-toi, je vais quand même aborder ici une complication intéressante, la cysticercose. En effet, il existe une autre espèce de ténia qui provoque cette complication, le ténia solium, dont le cycle est semblable en tout point à Saginata, sauf au niveau de l'hôte intermédiaire qui n'est pas le bœuf, mais cette fois-ci le porc. Cysticercose, ça vient du mot cysticerque. Rappelle-toi, ce sont les larves qui s'enquistent dans la viande de bœuf. Ici, il arrive parfois que l'homme ingère sans s'en rendre compte des œufs du ver. Il va donc se développer dans son corps non pas le ver, mais carrément les larves. Le cycle normal est donc rompu. On appelle cela une impasse parasitaire. En gros, si je comprends bien, c'est pas le bon hôte. Pas le bon hôte et pas au bon moment, ouais. Pour illustrer ça, voici quelques radiographies. Sur ces deux-là, on peut observer de multiples larves qui apparaissent en blanc. On peut voir que le mec est totalement infesté. On peut aussi en retrouver au niveau du cerveau. Les complications peuvent être alors très graves et ça peut même parfois entraîner la mort. Néanmoins, la cysticercose est une maladie du sous-développement, apparaissant là où la promiscuité entre les porcs et les humains est associée à une mauvaise hygiène fécale. Elle est donc très rare en Europe, mais elle a tout de même une forte prévalence dans le monde entier. J'espère t'avoir appris 2-3 trucs aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos, tu peux consulter mes sources. Le polycopier national Anophel et le livre Parasitologie et mycologie médicale pratique des éditions De Bock. Allez, à bientôt.